Automne 1855, Plantation Belle Rive, delta du Mississippi. La nuit s'ouvrit comme une page d'écriture, écrite dans le sang. 12 maîtres tombèrent, non par la lame ou la balle, mais par la nourriture même destinée à les sustenter. Leur propre table transformée en autel de leur trépas. On dit qu'aucun ange ne descendit, qu'aucune trompette ne sonna. Mais le jugement vint tout de même, porté par les mains de Celia Johnson. Elle n'avait que 42 ans, une cuisinière enchaînée. Pourtant, dans son silence, brûlait le feu de 1000 psaumes non chantés. Avec un poison lent et délibéré, sa recette spéciale, serrée comme une croix inversée, elle ne marchait pas en tant que chair, mais en tant que courroux. Cette nuit-là, elle ne plia pas. Elle ne supplia pas. Elle ne se repentit pas. Celia Johnson frappa, et chaque coup tomba comme une écriture sainte trop longtemps niée. Voici la véritable histoire de Celia Johnson, une esclave qui transforma un festin de moisson en une nuit de jugement, où la miséricorde fut enterrée et la justice prit son visage. Avant de continuer la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez et quelle heure il est chez vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Belle Rive. Le nom lui-même, un cruel murmure d'un beau rêve, s'accrochait à l'air humide du Mississippi comme le parfum du jasmin sur la pourriture. Le jour, la plantation chatoyait, un empire verdoyant de coton s'étendant jusqu'à l'horizon, où le soleil tapait avec une main impitoyable. La grande maison, un monument à colonnes blanches au travail volé, montait la garde au milieu de jardins manucurés, ses fenêtres reflétant le ciel infini. Mais sous le vernis de la gentillesse sudiste, une autre réalité s'envenimait, une maladie silencieuse qui imprégnait le sol même. L'air ne bougeait pas cette nuit-là, ou peut-être retenait-il simplement son souffle, épais de non-dits, lourde du poids de générations de souffrances. Même les cigales, d'habitude un chœur incessant, semblaient faire taire leur bourdonnement, comme si elles attendaient un son qui n'avait pas encore été produit, un silence qui était sur le point d'être rompu. Dans la cuisine, le cœur de la maison, Celia Johnson se mouvait avec une grâce habituelle qui dissimulait la lassitude de ses os. C'était une femme tissée d'ombre et de résilience. Ses mains, noueuses et fortes, racontaient des histoires qu'aucune langue n'osait prononcer. Pendant des décennies, elle avait servi, haché, remué et cuit, sa vie mesurée au rythme des repas préparés pour autrui. Ses journées commençaient avant le premier soupçon de l'aube, quand les étoiles s'accrochaient encore au ciel de velours, et se terminaient bien après que la dernière chandelle se soit éteinte dans la grande maison. Son domaine était le foyer, un brasier rugissant qui reflétait la lente combustion de son propre esprit. Elle connaissait le langage secret des épices, l'alchimie de la farine et du beurre, les températures précises qui transformaient les ingrédients bruts, une nourriture réconfortante. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle connaissait aussi le langage secret de la terre, le pouvoir silencieux des racines et des feuilles, la vérité amère de certaines baies, la grâce mortelle de certains champignons. La vie à Belle Rive était un cycle de labeur incessant, ponctué d'actes de brutalité occasionnelle qui rongeaient l'âme, laissant derrière eux un écho creux. Chaque matin, le tintement perçant de la cloche, rude et impitoyable, déchirait la paix fragile du sommeil, tirant les corps des lits de paille vers les champs inlassables. Le claquement du fouet du contremaître était aussi courant que la rosée du matin, un son qui s'inscrivait dans le tissu même de l'existence,
un témoignage de l'emprise fragile sur la vie et l'intégrité physique. Maître Beaumont, un homme dont les bas joues pendaient d'importance et dont les yeux gardaient un éclat perpétuel d'avarice, présidait son domaine comme un dieu mesquin. Sa femme, maîtresse Eleanor, une femme dont les mains délicates n'avaient jamais touché rien de plus grossier que de la soie, exerçait son pouvoir avec une indifférence glaçante, sa voix, lorsqu'elle s'élevait, une lame aiguisée. Les fils Thomas, Henry et William épousèrent l'image cruelle de leur père, chacun plus imbu de lui-même, plus insensible que le précédent. Un rapport de 1852, enfoui au plus profond d'archives de comtés négligés, détaillait la moyenne hebdomadaire de coups de fouet administrés pour insubordination dans les plantations de la taille de Belle-Rêve, dépassant souvent 20, certains individus en recevant plus de 50 en une seule journée. Ce n'étaient pas de simples punitions, c'étaient des spectacles de pouvoir, conçus pour briser les esprits et renforcer la hiérarchie inflexible. Celia fut témoin de tout cela, depuis la fenêtre de la cuisine, les sons portés par le vent, les gémissements sourds, le bruit sourd du fouet, les cris des contremaîtres. Jebediah et Silla, des hommes dont les cœurs étaient aussi durs que la terre desséchée sur laquelle ils se tenaient. Elle vit les enfants, à peine plus que des tout-petits, mis au travail, leurs petites mains cueillant le coton jusqu'à ce que leurs doigts saignent. Elle vit les femmes, corps courbés, rêves brisés, leur dignité arrachée comme l'écorce du maïs. Mais quelque chose avait changé. Le ressentiment lent et couvant, qui avait toujours été le compagnon constant de Celia, commença à durcir, à se cristalliser en quelque chose de plus aigu, quelque chose de bien plus dangereux que la simple colère. Cela commença subtilement, un tremblement sous la surface, une révolution tranquille dans son esprit. Le catalyseur, quand il vint, ne fut pas un coup unique et soudain, mais la rupture du dernier fil, le plus précieux de son existence. Ce fut la vente d'Elora, la petite Elora, la petite fille de Celia, une enfant d'à peine 7 étés, ses yeux comme des galets de rivière polie, son rire une mélodie éphémère dans la morosité de Belle-Rêve. Elora, qui se faufilait dans la cuisine, ses petites mains cherchant un morceau de patate douce, son visage innocent un phare d'espoir dans le monde épuisé de Celia. Elora fut vendue à une plantation de sucre plus au sud, arrachée au bras de sa mère, à l'étreinte de Celia, pour une somme dérisoire afin de régler l'une des dettes de jeu de Maître Beaumont. Celia regarda, silencieuse et immobile. Le chariot s'éloignait, emportant le dernier morceau de son cœur. Elle entendit les cris d'Elora, un son qui déchira l'air même, un son qui résonnerait dans les chambres de sa mémoire pour le reste de ses jours. La mère de l'enfant, la fille de Celia, fut battue pour avoir résisté, laissée meurtrie et brisée dans la terre. Cette nuit-là, Celia ne pleura pas, les larmes ne vinrent pas. Au lieu de cela, un profond silence s'installa sur elle, un calme froid et inébranlable, plus terrifiant que n'importe quelle tempête. Elle n'était pas brisée, elle brûlait, lentement, contrôlée, attendant. Le feu qui avait couvé pendant des décennies, alimenté par 1000 indignités tues, avait enfin pris. Ce n'était plus un feu de douleur, mais un feu de détermination. Sa transformation ne fut pas marquée par une défiance extérieure, mais par un changement intérieur, une métamorphose silencieuse. Ses yeux, habituellement baissés,
gardaient maintenant une intensité profonde et fixe. Ses mouvements, toujours efficaces, s'imprégnèrent d'une grâce nouvelle et délibérée. Elle commença à observer, à vraiment observer, les maîtres qui n'avaient toujours été que des bouches à nourrir, des corps à servir. Elle observa leurs habitudes, leurs préférences, leur façon de bouger, de manger, de rire, creux et cruels. Elle vit leur faiblesse, leur arrogance, leur aveuglement total face à l'humanité qu'ils piétinaient. La cuisine, autrefois un lieu de labeur incessant, devint son sanctuaire, son laboratoire, sa salle de guerre. Le hachis rythmique de son couteau, le sifflement de la vapeur, le bouillonnement des casseroles, ce n'étaient plus seulement les sons de la cuisine, mais la symphonie d'un plan se déroulant lentement, méticuleusement. Le poison, sa recette spéciale, ne fut pas une découverte soudaine. C'était un savoir accumulé au fil d'une vie, chuchoté de génération en génération, caché à la vue de tous. Des bois denses entourant la plantation, elle cueillit la mortelle belladone, ses baies tentantes, ses feuilles létales. Des coins oubliés du garde-manger, elle trouva la morte aux rats, laissée négligemment, son potentiel ignoré. Elle connaissait les amandes amères, la digitale, le laurier rose, des plantes dont la beauté dissimulait leur venin. Elle comprenait l'art de l'extraction, le dosage précis, les méthodes subtiles de dissimulation. Ce n'était pas une arme de force brute, mais de précision insidieuse, un tueur silencieux qui reflétait la souffrance silencieuse qu'il était censé venger. Sa liste mentale de cibles était longue, s'étendant au-delà de Maître Beaumont pour englober chaque main qui avait frappé, chaque voix qui avait raillé, chaque âme qui avait profité de leur servitude. Il y avait Maître Beaumont lui-même, l'architecte de leur misère, Maîtresse Éléonore, dont le mépris froid était un tourment constant. Les six fils, Thomas, le lubrique, Henry, le brutal, William, le moqueur. Les contremaîtres, Jebediah avec son dos balafré par le fouet, et Silas, dont les yeux ne laissaient transparaître aucune pitié. Et puis il y avait les invités, les propriétaires de plantations voisines, les Montgomery, les Caldwell, qui venaient à Belle Rive pour leur somptueux festin de moisson, leurs mains également souillées par le sang de leurs propres esclaves. 12 maîtres, 12 symboles d'un monde injuste, chacun un fil dans la tapisserie de leur oppression. Chacun, jura-t-elle, prendrait part à sa justice. Le festin de moisson approchait, un temps d'excès et de célébration pour les maîtres, un temps de labeur encore plus difficile pour les esclaves. Ce devait être le plus grand festin de l'année, une vitrine de l'abondance de Belle Rive et de la prospérité perçue de Maître Beaumont. Célia se prépara. Elle réduisit les feuilles séchées en une poudre fine et imperceptible. Elle fit infuser les baies en extrayant leur essence sombre. Elle mélangea et testa, son palais discernant les notes faibles et amères, perfectionnant l'art de masquer le goût dans les saveurs riches et complexes de la cuisine du Sud. L'ironie ne lui échappa pas. Ils consommeraient leur propre destruction, servie sur des plateaux d'argent, présentée avec un sourire. Elle nettoya la cuisine, polissa l'argenterie. Ses mouvements calmes, délibérés, une prêtresse se préparant pour un rituel sacré, quoique sombre. Si vous écoutez toujours, écrivez « justice » dans les commentaires, pour que je sache que vous faites partie de ceux qui ne détournent jamais le regard. La nuit du festin descendit,
lourde et oppressive, mais étincelante d'une fausse gaieté. Des lanternes brillaient le long de l'allée, projetant des ombres dansantes. Les sons des rires et de la musique s'échappaient de la grande maison, une cacophonie de privilèges. À l'intérieur, la salle à manger chatoyait. Baignée de la lumière des bougies, la longue table en acajou gémissait sous le poids des viandes rôties, des légumes luisants et des desserts élaborés. Maître Beaumont, resplendissant dans ses atours, tenait court en bout de table, sa voix tonitruante emplissant la pièce. Maîtresse Eleanor, parée de dentelles et de bijoux, sourit légèrement, ses yeux balayant ses invités, évaluant leur statut. Les 12, inconscients dans leur opulence, levèrent leur verre, portant un toast à la prospérité, à la bonne fortune, à une moisson bénie par la Providence. Célia se déplaçait dans la cuisine, un fantôme dans son propre domaine. Ses mains, fermes et sûres, ajoutèrent l'ingrédient spécial au riche ragoût de venaison, au soufflé de patates douces, à la bisque d'huîtres crémeuses. Elle le remua dans le vin, un millésime spécial conservé pour l'occasion, et dans le café qui serait servi après le repas. Son visage resta impassible, ne trahissant rien de la tempête qui faisait rage en elle. Ce n'était pas un moment de colère, mais d'exécution froide et précise. Elle était l'instrument, le vaisseau d'une vengeance qui couvait depuis des générations. À chaque cuillerée, chaque louche, chaque versement, elle murmura les noms des disparus, Elara, sa fille, ses ancêtres, les innombrables sans nom qui avaient péri sous le fouet et le talon. Le premier plat fut servi, puis le second. La conversation coulait, ponctuée de rires chaleureux et du tintement de l'argenterie. Personne ne remarqua l'amertume faible, presque imperceptible, qui aurait pu s'accrocher au ragoût, ou la légère saveur inhabituelle du vin. Les saveurs étaient trop audacieuses, les épices trop riches, leurs propres appétits trop voraces. Célia observait depuis la cuisine, à travers la porte battante, son regard inébranlable. Elle vit les premiers signes, une légère rougeur sur le visage de Maître Beaumont, un tremblement soudain, presque imperceptible, dans la main de maîtresse Eleanor, alors qu'elle tendait la main vers son verre de vin. Puis vint le moment où le silence se transforma en feu. Le premier à vaciller fut Thomas, le fils aîné de Maître Beaumont. Il serra son estomac, son visage pâlissant, un regard de confusion obscurcissant ses traits habituellement arrogants. Une toux, un haut le cœur, puis il s'effondra en avant, son assiette se brisant avec un fracas qui fit taire momentanément la pièce. La panique, une bête brute et primale, commença à s'agiter. Maître Beaumont, toujours robuste, commença à transpirer abondamment, son teint virant à une teinte violette alarmante. Il haleta pour prendre l'air, ses yeux écarquillés de terreur, ne comprenant pas ce qui se passait. Quel mal avait soudainement envahi son sanctuaire? Dites-moi, auriez-vous fait la même chose si vous aviez vécu cette vie? Commentez oui ou non. Les symptômes se répandirent comme une épidémie, chaque maître succombant à sa manière horrifiante. Henry, le contremaître brutal, se débattit sur sa chaise, son corps convulsant, ses yeux révulsés. William, le plus jeune fils, commença à écumer de la bouche, d'un blanc fantomatique sur sa peau pâle. Les Montgomery, un couple connu pour leur piété et leur impitoyable cruauté, se tordaient sur le sol, leurs vêtements élégants en désordre, leurs supplications d'aide se transformant en gargouillis.
Les Caldwell, leurs visages tordus d'agonie, se griffaient de la gorge, leur dernier souffle claquant comme des feuilles sèches dans une tempête. La grande salle à manger, autrefois un tableau de richesse, se transforma en charnier, un ballet grotesque de souffrance. Célia resta dans l'embrasure de la porte de la cuisine, sa silhouette se découpant sur la lumière vacillante, un témoin silencieux de la justice qu'elle avait orchestrée. Son cœur, si longtemps un tambour de chagrin, battait maintenant d'un rythme régulier et d'inébranlable. Elle ne ressentit aucun triomphe, aucune joie, seulement une paix profonde et désolée. Les cris, les gémissements, les halètements désespérés, ce sont les sons des écritures réécrites, des dettes intégralement remboursées. Un par un, les corps s'affaissèrent, leurs vies s'éteignant comme des bougies dans un coup de vent. Le silence qui suivit n'était pas le calme de la paix, mais le silence lourd et suffocant de la mort. Un silence qui avalait l'air même. Le rapport du coroner, établi plus tard par un médecin de la ville la plus proche, bouleversé mais méticuleux, décrirait la cause du décès pour chacune des 12 victimes comme une détresse gastro-intestinale aiguë menant à un effondrement systémique rapide, un euphémisme clinique pour l'horrible agonie endurée. Le médecin nota une décoloration inhabituelle de la peau et des muqueuses, et des preuves d'hémorragies internes sévères, le tout compatible avec un poison puissant et à action rapide. Le rapport notait aussi avec prudence la circonstance inhabituelle de la mort simultanée des 12 individus après avoir consommé le même repas, un détail qui pointait un doigt indéniable vers la cuisine. La découverte vint avec l'aube. Les domestiques de la maison, s'aventurant dans la salle à manger, furent confrontés à une scène d'horreur inimaginable. Le festin somptueux gisait intact sur la table, désormais un monument silencieux à la mort. 12 corps, tordus et grotesques, gisaient éparpillés parmi les chaises renversées et la porcelaine brisée. Les cris qui éclatèrent alors étaient réels, perçant le calme matinal, résonnant à travers les champs, portant la nouvelle de la malédiction de Belle Rêve. Celia Johnson ne courut pas. Elle ne se cacha pas. Lorsque les autorités, choquées et stupéfaites, firent irruption dans la cuisine, elle fut trouvée nettoyant calmement les dernières casseroles, ses mains toujours fermes, son visage impassible. Son silence était son bouclier, sa défiance. Elle n'offrit aucune résistance, aucune explication, aucune supplique. Ses yeux, profonds et savants, portaient une histoire que personne n'osa demander. Elle fut arrêtée, jugée et condamnée avec une rapidité née de la peur et de l'indignation. Le procès fut une farce, une tentative désespérée de restaurer l'ordre dans un monde soudainement chamboulé. Sa confession fut son silence. Sa culpabilité fut présumée. Sa sentence fut une conclusion inéluctable. Elle devait être pendue. Un spectacle public, destiné à servir d'avertissement, à rappeler à tous ceux qui osaient rêver de rébellion le pouvoir inflexible des maîtres. Mais même sur l'échafaud, sous l'éclat impitoyable du soleil, Celia Johnson resta invaincue. Son regard balaya la foule, sur les visages des esclaves terrifiés, sur les mines sombres des propriétaires terriens blancs. Elle ne broncha pas. Elle ne trembla pas. Elle n'offrit pas un dernier mot. Alors que la corde se serrait, alors que la vie était étouffée hors de son corps, un halètement collectif ondula à travers la foule. Mais, pour certains,
Pour ceux qui comprenaient, sa mort n'était pas une fin, mais un début. Son silence devint une chanson, un hymne de défi chuchoté de cœur à cœur. La plantation Belle Rêve ne se remit jamais. La terre, autrefois si fertile, sembla devenir stérile, ses champs produisant de moins en moins à chaque saison. La grande maison, autrefois remplie de rires et de musique, tomba en ruine, ses fenêtres comme des yeux vides fixant un paysage hanté. Elle devint un lieu banni, un monument à une terreur que personne ne pouvait expliquer, une malédiction que personne ne pouvait briser. L'histoire de Celia Johnson, la cuisinière qui empoisonna 12 maîtres avec sa recette spéciale, devint une légende, un récit murmuré transmis à voix basse autour des feux de camp, un vent fantomatique portant le parfum de la rétribution à travers les champs de coton. Son nom, Celia Johnson, devint un murmure d'espoir, un avertissement aux oppresseurs, une promesse de jugement. Elle n'était pas une héroïne aux yeux de la loi, mais une libératrice au cœur des esclaves. Son acte de vengeance ne fut pas oublié. Il fut tissé dans le tissu de la terre, dans le bruissement des feuilles et des arbres, dans les courants fluides du Mississippi. Elle fut la tempête qui brisa le silence, le feu qui purifia la terre, la main inébranlable de la justice cette nuit-là. Celia Johnson ne se contenta pas de tuer 12 maîtres. Elle grava un message dans les annales de l'histoire, un message écrit au poison et au sang, que même dans les coins les plus sombres de la servitude, l'esprit de liberté, une fois allumé, ne peut être éteint. La légende, cependant, ne naquit pas seulement du choc du massacre, mais du calme inébranlable, presque surnaturel, de Celia Johnson elle-même. Dans le chaos immédiat qui suivit la découverte, quand l'air était épais de l'odeur de la peur et de la mort, et que les murs même de Belle Rêve semblaient pleurer, elle se tenait à part. Les autres domestiques, un petit groupe de femmes et d'enfants, étaient recroquevillés de terreur, leurs yeux écarquillés d'incompréhension. Mais Celia, ses mains sentant encore légèrement la sauge et quelque chose d'autre, quelque chose d'acre et de définitif, continua ses tâches. Elle frotta une planche à découper en bois avec un rythme méthodique, le son un contrepoint saisissant à l'hystérie montante devant la porte de la cuisine. Son silence lors de l'interrogatoire initial fut absolu. Elle fit face aux questions frénétiques et au visage rouge du shérif Davis, un homme dont l'autorité restait habituellement incontestée, avec un regard aussi inébranlable qu'une pierre polie. Il aboya, il menaça, il recourut même à une gifle rapide et frustrée sur son visage, un geste familier de pouvoir destiné à briser l'esclave. Mais Celia ne broncha pas. Pas de larmes, pas de suppliques, pas de confession. Son silence n'était pas vide. C'était une vaste chambre résonnante, remplie des griefs inexprimés de générations. C'était un langage qu'il ne comprenait pas, une défiance plus puissante que n'importe quelle malédiction criée. Le procès fut une parodie grotesque de justice, une descente rapide dans un théâtre juridique conçu non pour la vérité, mais pour le contrôle. Il eut lieu au chef-lieu du comté, dans un tribunal étouffant où l'air était lourd de l'odeur du vieux bois et de préjugés tacites. Le juge, un homme corpulent nommé Abernathy, dont le visage était perpétuellement rougi d'indignation, présida avec un air de certitude absolue. Le jury, entièrement composé de propriétaires terriens et de marchands blancs, siégea avec des expressions sombres et figées, leurs esprits déjà faits. Aucun avocat de la défense ne fut désigné pour Celia. Elle se tenait seule, une silhouette solitaire dans une robe simple et grossière, ses mains lâchement jointes devant elle, la tête haute.
L'accusation, menée par un jeune avocat zélé désireux de se faire un nom, dépeignit Celia comme une sauvage, une incarnation de la barbarie inhérente à sa race, une créature dépourvue de raison ou d'humanité. Il détailla les morts atroces, les visages déformés, les derniers moments agonisants, transformant chaque description en un coup de fouet contre son caractère. Il présenta les restes de nourriture, le ragoût à moitié mangé, les verres de vin encore pleins, comme des preuves accablantes. Il fit même venir un apothicaire local qui, après un examen superficiel des défunts, déclara la présence d'une puissante toxine d'origine végétale et des traces d'arsenic, un poison à rats courants. Ce détail, la mort au rat, fut souligné avec une virulence particulière, destinée à la déshumaniser davantage, à l'associer à la vermine. Pourtant, malgré les preuves accablantes, l'accusation peinait sur le mobile. Pourquoi? Pourquoi une cuisinière, qui avait servi les Beaumont pendant des décennies, commettrait-elle une telle atrocité? Ils ne purent que théoriser sur la sauvagerie inhérente ou l'influence démoniaque, incapables de comprendre l'accumulation lente et corrosive du désespoir et de la fureur juste. Ils ne pouvaient imaginer Elora, le visage de l'enfant, le fouet sur le dos de sa fille. Ils ne pouvaient concevoir un cœur humain poussé à un tel précipice. Celia resta silencieuse. Elle ne parla pas des innombrables matins où elle s'était levée avant l'aube, son corps douloureux, son esprit fatigué, pour nourrir les bouches mêmes qui gisaient maintenant froides. Elle ne parla pas des cruautés occasionnelles, des indignités quotidiennes, de la façon dont son peuple était acheté et vendu, élevé et brisé, comme du bétail. Elle ne parla pas de la faim lancinante dans son propre ventre, même lorsqu'elle préparait des festins pour d'autres. Elle ne parla pas de la nuit où elle avait entendu Maître Beaumont rejeter les supplications de miséricorde de sa fille, riant avec ses amis à propos de cette garce entêtée. Elle ne parla pas de la planification lente et méthodique, de la collecte méticuleuse des ingrédients aux abords marécageux de la plantation, des mesures précises, du masquage soigné de l'amertume. Elle ne parla pas, parce que son silence était un témoignage plus fort, plus vrai, que toutes les paroles qu'elle aurait pu prononcer. Son silence était le rugissement du fleuve, le murmure du vent, la vérité indéniable écrite dans le sang de ses oppresseurs. Le verdict fut rendu en moins d'une heure. Coupable. La sentence fut immédiate. Mort par pendaison. La voix du juge, dénuée de miséricorde, tonna à travers la salle d'audience, prononçant son destin avec une finalité glaçante. Mais Celia, alors qu'elle était emmenée, n'offrit aucune réaction. Ses yeux, profonds et savants, portaient une lumière qui semblait se moquer de leur jugement. Ce n'était pas un triomphe, pas de la tristesse, mais la flamme tranquille et durable d'un but accompli. Son exécution fut fixée 1 semaine plus tard, par un après-midi étouffant sous un ciel de la couleur de prune meurtrie. Un gibet fut érigé sur la place du village, une structure grossière, taillée à la hache, qui projetait une longue ombre menaçante. Des gens vinrent de kilomètres à la ronde, un spectacle morbide de peur et de curiosité. Des familles blanches arrivèrent en calèche, leur visage un mélange de satisfaction sombre et d'appréhension nerveuse. Des esclaves furent amenés, forcés de regarder, leurs yeux baissés, leur corps tremblant, pourtant certains, dans la profondeur de leur regard, gardaient une étincelle d'autre chose, quelque chose d'illisible, quelque chose d'apparenté à une prière.
Célia marcha vers le gibet d'un pas régulier et sans hâte, la tête haute. La corde grossière, épaisse et raide, fut placée autour de son cou. Elle regarda la foule, ses yeux s'attardant sur les visages des esclaves, une communion silencieuse se tissant entre eux. Aucun dernier mot ne fut prononcé, aucun discours de défi, aucune demande de clémence. Son dernier acte fut un silence profond et inébranlable. Alors que la trappe s'ouvrait, que son corps tombait, un halètement collectif ondula à travers la foule, un son comme un seul souffle massif exhalé. Mais pour ceux qui comprenaient, pour ceux dont les cœurs battaient au rythme du tambour silencieux de la rébellion, sa mort n'était pas une fin. Ce fut le moment où elle devint éternelle. Son esprit, libéré par la mort, transcenda le gibet, s'élevant dans le vaste ciel indifférent, devenant partie du vent qui murmurait à travers les champs de coton, portant son histoire à chaque recoin du delta. L'histoire de Celia Johnson, la cuisinière qui empoisonna 12 maîtres, se solidifia en légende. Elle y était racontée à voix basse dans les quartiers des esclaves, un phare d'espoir dans l'obscurité suffocante de la servitude. C'était un récit murmuré par le fleuve, porté par les courants, atteignant des plantations bien au-delà de belles rêves. Pour la communauté blanche, elle devint un conte moralisateur, un rappel glaçant de la volatilité sous la surface placide de leur société, une source de peur persistante et d'inébranlable. Belle Rêve elle-même devint un fantôme, ses champs lentement envahis par les mauvaises herbes, sa grande maison tombant en ruine, son nom même un synonyme d'effroi. Le sol, autrefois si riche, sembla refuser de produire, comme si la terre elle-même avait rejeté le sang qui y avait été versé. Avec le temps, les détails s'estompèrent, s'embellirent et se transformèrent, comme toutes les véritables légendes. Certains dirent que Célia était une sorcière vaudou, sa recette spéciale, imprégnée de magie noire. D'autres prétendirent qu'elle était un ange vengeur, envoyé par un dieu juste pour punir les méchants. Mais la vérité fondamentale demeura. Une femme, dépouillée de tout, avait trouvé le moyen de riposter, de récupérer un morceau de son humanité, d'exercer une justice terrible et indéniable. Son acte fut une seule fissure dévastatrice dans l'édifice de l'esclavage, un témoignage du fait que même les plus opprimés pouvaient, à leur heure la plus sombre, devenir une force imparable. Son silence, de son vivant et dans la mort, devint son sermon le plus puissant, un évangile de rétribution qui résonna à travers les générations, un rappel constant que la justice, bien que parfois retardée, prendrait toujours, finalement, son visage. Ainsi, Celia Johnson, la cuisinière de Belle Rêve, devint plus qu'un nom. Elle devint une force, une tempête toujours en gestation aux confins de la mémoire. Sa recette spéciale n'était pas seulement un poison, mais une vérité amère, un avant-goût du jugement qui viendrait inévitablement pour une nation construite sur les dos brisés de son peuple. Son histoire, gravée non pas dans les registres officiels, mais dans la mémoire collective des opprimés, servit de témoignage saisissant et glaçant que lorsque la miséricorde est refusée et que les cris de justice sont réduits au silence par le fouet et la chaîne, la vengeance trouvera sa propre voix terrible et magnifique. Le vent porte encore son nom à travers les vieux champs de coton, un murmure de défi, une promesse que la terre se souvient, même lorsque l'histoire essaie d'oublier. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous,
aimer et partager, pour que le silence de l'histoire ne gagne plus jamais.